Yarana, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Dans l'actualité de ce lundi 13 septembre, avoir préféré Manouiti à l'hôpital lui aurait-il été fatal? La sexagénaire décédée au centre de Paea aurait été prise en charge trop tardivement, selon les médecins. Elle s'ajoute donc à la longue liste de décès dus au coronavirus. Le premier est survenu il y a tout juste un an. Comment l'épidémie a évolué sur le territoire? Réponse avec Caroline Fari. À Bora Bora, le confinement n'est pas un frein au développement touristique. L'île continue d'accueillir les touristes et les hôteliers se réinventent. Nous irons sur place rejoindre Inacio Raveino et son invité. Les droits de l'homme doivent-ils primer sur le civisme? C'est ce qu'une dizaine de citoyens tentent de prouver. Ils ne veulent pas se faire vacciner, alors ils portent plainte contre l'État et le gouvernement polynésien. Les carottes de Tupuai sont-elles moins bonnes que celles importées? Toujours est-il qu'elles sont boudées par les consommateurs. Produites en quantité, elles sont aujourd'hui entassées par tonnes dans les containers réfrigérés et non sur les étals. Nous allons tout de suite démarrer avec ce décès qui est au cœur de toutes les interrogations à Paea. Que s'est-il passé à la salle Omnisport Manouiti à Paea, où une sexagénaire a succombé au virus? Dans ce centre, vous le savez, les patients bénéficient d'une prise en charge médicale selon le protocole très décrié du docteur Jean-Paul Théron. Cette malade a été traitée, semble-t-il, trop tard. Chiquitate Ivadaruzes, Patita Savia. Elle avait 66 ans et s'est éteinte samedi au centre Manouiti d'une embolie pulmonaire massive. Une dame pourtant qui prenait soin d'elle. Seul souci, elle souffrait d'un stress excessif. Le Delta s'étant emparé d'elle, elle est restée à domicile pendant plus d'une semaine confinée avec son mari avant d'être prise en charge mardi au centre de Paea. C'est la décision de la famille, la décision du mari de se faire hospitaliser ici plutôt qu'au Taoné. Dès lors que la demande a été faite, on a appelé le médecin, on a demandé qui c'est le médecin référent. Donc on a appelé le médecin et donc le médecin a accepté. Jusqu'à vendredi soir, quand les paramètres vitaux se sont considérablement dégradés. Donc ils ont eu une bonne discussion avec leur médecin, parce que là devait intervenir le choix de soit d'amener le malade aux urgences ou non. Et le mari a décidé de garder sa femme à côté de lui, tout en se préparant psychologiquement à l'issue. Selon le docteur Théron, cette dame n'a malheureusement pas bénéficié d'un traitement immédiat. Il y en a une qui est un peu pénible, qui est un peu style une grippe. Si on la traite immédiatement, on évite de passer dans une phase mortelle, dans une phase très grave. Après, quand on arrive dans la phase très grave, il faut toujours anticiper sur cette maladie. Si on oublie de se dépêcher de mettre de l'oxygène, on meurt. Mais pas seulement. Son stress aurait aussi été un facteur aggravant. Alors vous savez ce qui se passe quand on a peur? La première chose qui se passe quand on a peur de mourir, on contracte ses artères. Or en fait, c'est la seule chose qu'il ne faut pas faire dans cette maladie. Cette maladie, il faut rassurer, il faut donner des... Je parle de la vraie maladie, la maladie qui tue. Il faut donner des anti-inflammatoires puissants. La première chose à faire, c'est de donner des anticoagulants efficaces. Et enfin, si on ne rassure pas, si la famille n'est pas là, si à l'hôpital il n'y a pas une très grande empathie autour du patient, le stress va aggraver le problème vasculaire. Le maire Anthony Géros ignore le nombre de patients de sa commune hospitalisés à domicile. Il aurait préféré plus de communication de la part des médecins. Ce n'est que par recoupement ou par signalement de nos guides sanitaires qu'on sait que telle personne est hospitalisée à domicile et implantée en oxygène ou non. Ou bien c'est par des éléments statistiques, quand on voit qu'il y a plusieurs décès dans un quartier, donc on amène nos guides sanitaires dans ce quartier pour aller auditionner toutes les familles, et là quand ils reviennent, ils nous disent dans telle famille il y a un hospitalisé, et ça fait que dans le quartier il y en a 4, et donc du coup on est obligé d'aller voir ces personnes pour voir si les conditions d'hospitalisation à domicile n'ont pas été le facteur déclenchant de la virulence du virus dans le quartier. Anthony Géros estime que chaque famille doit se doter d'un oxymètre, d'un tensiomètre et d'un thermomètre à infrarouge. Reste à faire passer ce kit de survie en produit de première nécessité.
Pour rappel, une enquête a été ouverte par l'Agence de régulation sanitaire et sociale. Elle devrait rendre ses conclusions dans les prochains jours. Ce chiffre horrifiant à présent, il est dévoilé par l'Institut de la statistique de Polynésie. 590, c'est le nombre de morts enregistrés en Polynésie du 1er au 31 août. Toutes causes confondues, c'est 4,5 fois plus que la moyenne estimée entre 2015 et 2019. En effet, en 4 ans, 460 Polynésiens sont décédés. Le coronavirus, lui, est la cause de 285 décès survenus le mois dernier et il continue d'emporter nos pères. 24 malades n'ont pas survécu ces dernières 72 heures. Les chiffres poursuivent leur courbe ascendante. Vous le constatez, le nombre de malades hospitalisés diminue. 249 aujourd'hui contre 295 vendredi dernier. 18 mois aujourd'hui que nous subissons les conséquences de cette épidémie. Quelles sont les étapes clés de son évolution, Caroline Farid? Vous le savez, on aime les graphiques, on aime les courbes et celui-ci, eh bien, il s'étale de la fin de l'année 2020 jusqu'au mois de septembre de 2021. La couleur verte, eh bien, ce sont les hospitalisations. Les petits carrés violets que vous voyez, c'est le nombre de décès. Et on constate qu'à partir du 10 décembre, c'est-à-dire ici, eh bien, la Polynésie pleure son premier mort. Il s'agit d'une Polynésienne, d'une octogénaire hospitalisée depuis une semaine. D'ailleurs, quelques heures après, c'est son conjoint qui la suivra. Et les décès continuent d'augmenter, octobre jusqu'en début juillet, où ici, eh bien, il faudra attendre le 18 janvier pour voir, début janvier, excusez-moi, il faudra attendre le 18 janvier pour voir le début de la vaccination. D'abord les plus de 65 ans, ensuite les plus de 18 ans. Ensuite, on le voit, restrictions sanitaires, vaccination et fermeture des frontières, calme plat, jusqu'ici au mois de juillet, les hospitalisations explosent et les décès explosent, évidemment, avec l'ouverture des frontières. Cette ouverture des frontières, elle arrive au mois de mai. Tout d'abord, le 1er mai, c'est l'ouverture des frontières aux Américains. Quelques jours plus tard, arrive le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Pas très content, Sébastien Lecornu, car le taux de vaccination n'est pas très important, 16,2. On continue sur la lancée. Au mois de juillet, eh bien, on ouvre les frontières avec un protocole sanitaire à l'arrivée et on en est à 29% de vaccination. Et évidemment, conséquence, les premiers cas de variant Delta arrivent à Tahiti, suivi de la visite d'Emmanuel Macron le 24 juillet. À ce moment-là, 145 décès sont enregistrés en Polynésie. Au mois d'août, on continue sur la lancée. Eh bien, c'est la rentrée scolaire, pourquoi pas, avec un taux d'incidence de 3000 pour 100 000. C'est quand même énorme. Et en tout cas, le 23 août, c'est bien sûr le confinement pour un mois. Et puis aujourd'hui, eh bien, au mois de septembre, vous le voyez, 45% de la population est vaccinée. Et puis la mortalité, malheureusement, elle a augmenté de 346%. Alors, on a une pensée évidemment solidaire pour nos amis calédoniens. Aujourd'hui, ils sont à peu près à 4 décès et un peu plus de 1000 cas. En tout cas, on ne leur souhaite pas une évolution aussi fulgurante que la nôtre, Ayata. Merci Caroline Farid. La Nouvelle-Calédonie, nous y reviendrons dans quelques instants. Mais avant, nous faisons une escale à Bora Bora où le maître mot est l'adaptation. Les hôtels s'adaptent aux contraintes sanitaires pour satisfaire la clientèle, car être confiné sur la perle du Pacifique, ce n'est pas le pire des scénarios, vous conviendrez. Mais en parallèle, il faut reconnaître que c'est bien dommage de ne pas pouvoir en profiter. Inacio Raveino, Patrick Sing. Malgré la situation sanitaire actuelle, le lagon de Bora Bora attire encore les touristes. Par les temps qui courent, plus de 90% sont des touristes américains. Par contre, le taux de remplissage de cet hôtel est de 40%, bien loin de ses taux habituels. Et d'ailleurs, celui-ci a dû s'adapter pour continuer à rendre la destination attractive. Leur solution, c'est d'innover et ses clients nouvellement arrivés devraient bientôt en faire l'expérience.
Ce que nous avons mis en place, c'est le développement d'un panel d'activités culturelles et sportives au sein du resort. L'objectif étant évidemment de garder nos clients occupés, même s'ils ne pouvaient pas sortir de notre île. Donc ce que nous avons fait, c'est la création de nouvelles activités culturelles qui viennent développer un petit peu celles qui existaient déjà. Donc on est venu tout simplement créer un tour botanique pour découvrir les arbres, les fleurs que nous avons au sein du resort, sachant que notre resort est très luxuriant, donc il y a énormément de savoir et de connaissances à partager avec nos clients à ce sujet. Nous avons également mis en place des activités de va'a traditionnelles pour apprendre à nos clients comment ramer comme un vrai Polynésien. Et des activités sportives. Nous avons aussi créé l'ouverture d'un centre de simulateur de golf absolument unique en Polynésie. Voilà, le tout étant de garder nos clients bien éveillés sur la culture et sur les activités sportives. C'est l'un des bungalows qui est proposé dans cet hôtel. Celui-ci doit répondre à des normes internes propres au groupe propriétaire de cet établissement 5 étoiles. Avant chaque entrée, le sceau qui y est apposé atteste de sa propreté, mais pas que. L'autre action significative que nous avons mis en place au Conrad, c'est le protocole CleanStay, qui est un protocole très détaillé de nettoyage et de désinfection pour tous nos clients. Donc on le fait dans les chambres et dans les lieux publics. L'objectif étant d'assurer à nos clients un séjour 100% propre et désinfecté. Ce simulateur de golf fait partie des innovations proposées par l'hôtel pour attirer une clientèle spécifique. C'est d'ailleurs le genre d'initiative qui a permis de maintenir la plupart des emplois. Et vu la situation sanitaire qui s'améliore, et d'ailleurs selon les annonces que devraient faire les autorités, il pourrait passer les 80% en termes de taux de remplissage pour les mois prochains. Et nous allons sur place rejoindre Gilles Tautou et Patrick Tsing. Gilles, si les hôtels arrivent à tirer leur épingle du jeu, eh bien les prestataires touristiques ont un peu de mal. Complètement, nous sommes dans un restaurant où le prince Régnier est venu ici déjeuner, Oliver Newton-John, pour ceux qui la connaissent, mais également Julio Iglesias ont dîné ici, ont également pris le petit déjeuner ici avec nous. Patrick Mahuta, 11 ans d'exercice dans le domaine touristique. Alors Patrick, est-ce qu'on peut dire que vous êtes à la limite de l'agonie? Non, on n'est pas à l'agonie. Ça fait que mois que nous sommes fermés. Par contre, si cela venait à se prolonger, on pourra parler d'agonie, mais pour l'instant, ça va. Il y a encore les aides qui ont été mises en place par le gouvernement et grâce à Dieu, ça nous aide. Alors Patrick, il y a eu les mesures d'aide dans le premier confinement. Est-ce que les aides actuelles sont identiques à celles du premier confinement ou bien c'est un peu compliqué pour vous? C'est un peu compliqué, oui, parce que c'est pas bien clair. Il faut vraiment aller chercher dans les rouages des services du commissariat pour trouver les bonnes aides. Et c'est un peu là où le bas blesse. Alors Patrick, on sait que vous êtes un engagé dans le domaine touristique. Le maire disait dans ses propos, il disait que peut-être que le gouvernement avait eu tort de confiner de manière stricte Bora Bora. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Non, soit on confine pas. L'hérésie de cette histoire, c'est qu'ils ont accepté que les touristes continuent à entrer dans mon île, mais par contre, ils ont refusé que nous continuions à travailler. Est-ce qu'ils nous auraient menti au niveau des tests qu'il faut passer à l'arrivée des touristes? Patrick, ça veut dire qu'il y a 2 poids 2 mesures, c'est quoi? Il n'y a pas 2 poids 2 mesures, c'est juste je ne veux pas dire de l'incompétence, mais une bêtise. Vraiment. Parce qu'ils nous disent que tout va bien, tout est bien contrôlé. Si tout est bien contrôlé, pourquoi alors nous avons refusé de continuer de travailler? On n'en est pas encore là, Patrick. Admettons que le confinement soit repoussé encore d'1 semaine, 2 semaines. Quelle va être votre situation? Encore une fois, si le gouvernement venait à repousser le confinement, à nous interdire de travailler, nous allons respecter. Mais il faudra voir les aides. D'accord. Patrick, une question qui va peut-être faire polémique. Le maire annonce qu'il va se faire vacciner demain. Comment est-ce que vous prenez cette annonce de la part du maire? Oui, si mon maire ne veut pas se faire vacciner, c'est largement son droit. Nous sommes dans le pays des droits de l'homme. Donc comme les 40% de personnes qui ont décidé qu'ils n'allaient pas se faire vacciner, et il a tout à fait le droit de ne pas vouloir se faire vacciner.
Voilà. C'est son droit. Merci Patrick, vous aurez compris. Hein. La situation ici à Bora Bora pour le moment se passe bien, puisque Patrick nous disait tout à l'heure que grâce au mois où il a pu gagner un peu de fonds hein, dans son commerce, il arrive à respirer. Mais si la situation perdure, il va être dans une difficulté. Il nous a dit pas possible. Voilà ce qu'on peut dire ici à Bora Bora. Merci beaucoup, Gilles Tabtou, pour ces informations en direct depuis Bora Bora. Et en attendant que la situation s'améliore, les projets, eux, sont toujours sur les rails. Vous le savez, le pays prévoit d'agrandir l'aéroport de Bora Bora, un budget de 3 milliards de francs pacifiques pour allonger la piste de 30 mètres. L'objectif est de permettre d'accueillir les jets privés des milliardaires internationaux. Un aéroport international, donc, pour une clientèle très sélecte. Le ministre de l'Aménagement des Territoires, Jean-Christophe Bouissou, détaillera cette étude préliminaire du schéma d'implantation sur l'aérodrome de Lille. Jean-Christophe Bouissou sera l'invité café de la matinale radio demain matin et sera en direct téléphonique, donc avec Axel Mézinel. Et la situation épidémique s'aggrave de jour en jour chez nos voisins du Caillou, où 4 décès sont enregistrés ce lundi 13 septembre. Le virus circule de manière exponentielle sur tout le territoire. Plus de 1100 malades sont déclarés et 15 patients sont en réanimation. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin, une restriction qui s'ajoute donc au confinement déjà en vigueur jusqu'au 27 septembre. Vont-ils obtenir gain de cause dans leur combat? Ce sont des professeurs ou des personnels navigants qui refusent de se soumettre à l'obligation vaccinale pour se faire entendre. Ils ont décidé, comme plusieurs collectifs, de porter plainte contre l'État français et le gouvernement de la Polynésie pour atteinte aux droits de l'homme. Les explications d'Ismaël Tahiata et Hiro Terorotua. Il aura fallu une loi sur l'obligation vaccinale pour qu'il se trouve un point commun, celui de voir l'annulation de celle-ci. Un groupe de discussion sur les réseaux sociaux a permis de les réunir aujourd'hui. Pour eux, il y a trop de questions sans réponse, trop de discours uniformes, trop de chiffres truandés. On voit que les plus de 75 ans sont vaccinés à 90%, les plus de 60 ans à 89% et les plus de 18 ans à 61%. Donc si on voit ça, ça veut dire que tous les gens qui sont majeurs, en fait, ils sont en moyenne, je sais pas, entre 61, 90 et 89, ça doit faire du 75% de moyenne et loin des 39%. Donc moi, j'ai l'impression que les Polynésiens sont bien vaccinés, ils ont bien, ceux qui veulent se vacciner l'ont fait. Alors pourquoi obliger tout le monde, alors que les plus fragiles, notamment les plus de 60 ans, sont déjà vaccinés? Pour Marie-Hélène, la politique du gouvernement n'a rien de sanitaire. On demande en fait à des citoyens de donner leur consentement libre et éclairé par rapport à un vaccin qui n'est que expérimental. On ne connaît pas avec précision les effets secondaires et les laboratoires pharmaceutiques ont ont obtenu de l'Union européenne de ne pas être responsables. Donc moi, je me pose beaucoup de questions et j'aimerais bien qu'il y ait des débats contradictoires et pas seulement une propagande vaccinale. Zinon, lui, est artisan. Selon lui, la liste des métiers concernés par cette loi de pays est exagérée. En tant que secrétaire ou chauffeur d'un bus ou de camion ou je ne sais quoi, je ne vois pas où la vaccination est importante. Les professionnels de la santé, oui. Moi, j'interviens devant des jeunes que le Covid ne touche pas au sens des symptômes. Hein, si on regarde les statistiques là aussi de la DSP, il n'y a pas de moins de 18 ans qui sont en réanimation. Hein, les chiffres, on voit 0 sur les courbes. Donc ça veut dire que face à un public qui ne court pas un risque particulier, et si moi, pourquoi est-ce que j'ai pas plus de 60 ans, etc., j'ai pas de comorbidité identifiée, pourquoi on me laisse pas la liberté de choisir? En vol, Yamila est aux petits soins des passagers. Aujourd'hui, sa direction a décidé de la débarquer. Motif invoqué, elle fait partie des non-vaccinés. Étant donné que les vaccins sont encore en phase expérimentale, donc c'est un choix personnel parce que je veux attendre et surtout, je ne me sens pas encore prête. Yamila se retrouve donc en congé forcé. 6 autres personnels navigants sont dans la même situation qu'elle. Et à l'heure actuelle, la direction ne nous a pas donné de solution, comme par exemple nous réaffecter dans les services à terre. Tous ont porté plainte contre l'ultimatum de l'État et du gouvernement. Cette plainte relève du pénal.
Le problème d'une plainte pénale, c'est qu'il faut rapporter la preuve de l'infraction. L'infraction, elle n'est pas à chercher chez le procureur de la République, c'est le plaignant qui doit prouver qu'il y a bien une infraction pénale. Et en l'espèce, il faudra démontrer que le vaccin, ou les vaccins, parce qu'aujourd'hui il y a 4 vaccins qui ont été mis sur le marché en Polynésie française, sont des produits illicites qu'on essaye d'injecter à la population. Près d'une quinzaine de plaintes ont été déposées devant le procureur de la République. Il lui appartiendra de juger de l'opportunité des poursuites, soit de classer l'affaire, soit d'ouvrir une enquête. Et une manifestation pacifique est prévue devant la présidence le 18 septembre. Ce fait divers à présent, 2 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route à Papeari. Pour des raisons encore inconnues, le véhicule de type 4x4 dans lequel elles se trouvaient ce matin s'est encastré dans un arbre. Les secours n'ont pas pu réanimer les occupants, en l'occurrence nommé une femme. Ronia Piehi, un sapeur-pompier de Tarawa, nous en dit plus par téléphone. Il répond à Abinirate Matahotoa. Nous avons reçu l'appel à 10h33. Il y avait 2 personnes blessées. En arrivant sur les lieux, il y avait un qui était déjà en arrêt cardio-respiratoire et un pas encore, mais qui était inconscient. Nous avons appliqué les gestes de secours concernant ce que nous devons faire concernant les blessés. Et le deuxième, pas longtemps, tu comptes, quelques minutes après, il est tombé en arrêt par la suite. Et on n'a pas comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé et tout, là on ne sait pas. Une personne était en arrêt, était déjà en arrêt sur le coup. L'autre compte 2 minutes, 3 minutes après par la suite, elle est tombée aussi en arrêt. Ces 2 victimes portent à 15 le nombre de morts sur les routes depuis le début de l'année. Les derniers occupants des locaux de la dépêche de Tahiti à Fataua ont été priés de quitter les lieux. Ce matin, un huissier de justice est intervenu pour faire appliquer une décision d'expulsion du tribunal de première instance. Depuis 2014, l'immeuble vétuste n'est plus assuré et les loyers sont impayés depuis 2016. 57 millions de francs pacifiques de créances sont dus et à cela s'ajoute celle avant la mise en redressement judiciaire de l'argent qui ne pourra peut-être jamais être récupéré. On écoute ces réactions recueillies par Hiro Terorotua. Un monsieur comme Dominique Roy, il continue à vivre sous les gens comme nous. Moi, je suis veuve, j'ai 2 enfants à élever, j'ai que ça. Et il a vécu là-dedans sans gêne, sans honte. Et on le laisse faire. Continuer encore à monter les sociétés. Et les sociétés, comme quoi c'est un sauveur de Polynésie, non. Aucune des créances n'est honorée. Je pense qu'au bout d'un moment, oui, c'est une liquidation qui s'annonce. Mais bon, voilà, moi je ne suis pas juge et c'est pas moi qui en prendrai la décision. Et selon nos confrères de Tahiti Info, le directeur général du quotidien Michel Yonker a pu obtenir un délai supplémentaire auprès de l'huissier, les derniers occupants jusqu'à vendredi pour quitter les lieux. Comment écouler son stock de marchandises durant cette période de lockdown? Les agriculteurs de Tupuai rencontrent de grandes difficultés pour épuiser leurs carottes. Elles sont sorties de terre et il y en a surtout en quantité. Résultat, des tonnes de légumes sont entreposées dans les chambres froides et si le problème demeure, elles finiront dans les assiettes des cochons. Le reportage à Tupuai de notre correspondant Ambroise Colombani. Chaque année à Tupuai, c'est le même scénario. On produit beaucoup plus de carottes qu'on en écoule. Des tonnes de carottes nettoyées, calibrées, empaquetées et prêtes à la vente restent bloquées dans les chambres froides, au risque d'être jetées aux animaux. Un gaspillage. Le maire de l'île veut continuer à croire au développement de la filière à Tupuai. En ce moment, si on nous accompagne, on nous donne les moyens aussi. Et je peux aider ces petits agriculteurs à augmenter les productions. Donc je pense que le président Thomas a bien écouté nos doléances. Si on veut augmenter les productions, il faut nous donner les moyens aussi. Devant cette triste réalité, les agriculteurs ne baissent pas les bras pour autant. De son côté, le président de la CAPL, Thomas Moutam, veut apporter des solutions. Il est allé à leur rencontre. Je viens de voir les carottes, là, donc ce sont des belles carottes. C'est vrai par rapport à la carotte de la Nouvelle-Zélande, la peau est bien lisse. Mais les carottes de Tupuai, à certains endroits, donc c'est bien, c'est de la bonne qualité. Par contre, ce qu'il faut mettre en place pour l'année prochaine, c'est une machine de transformation. Les carottes qu'on ne pouvait pas avant, les grosses carottes, les carottes déformées, les petites carottes, c'est devenu en plus aux agriculteurs. Donc cette transformation est très très importante pour nous et c'est ça qui va donner un espoir encore aux agriculteurs.
Avec des saisons fraîches se rapprochant des climats tempérés, oscillant entre 15 et 21 degrés, l'île de Tubuai est propice aussi bien à la culture de légumes que de fruits tempérés. Parce qu'on a quand même une différence de 4-5 degrés qui fait que nos pastèques sont plus sucrées. C'est pas pour se vanter, mais bon, je pense que scientifiquement, c'est quand même prouvé. Mais voilà, depuis les années 90, où l'on occupait des dizaines et des dizaines d'hectares de terres agricoles, moins de 10% seulement sont aujourd'hui utilisés. Pas plus de 50 hectares au total. Nombreux sont ceux qui ont abandonné les champs. C'est un message fort qui nous donne là en ce moment. C'est pour aider les agriculteurs, pour pousser les petits aussi à pouvoir à faire encore du fapou. De son côté, la CAPL lance une campagne de communication en soutien aux agriculteurs des Australes. Si vous voyez ces affiches placardées dans nos grandes surfaces commerciales, dirigez-vous vers les étalages. La carotte de Tubuai est reconnaissable à vue d'œil, mais surtout à son goût. Voilà, encourageant la production locale. C'est la fin de cette édition. Nous retiendrons cette information pour ce lundi soir. La commune de Paia enregistre son premier décès au centre de Manuiti. La faute à une prise en charge trop tardive, selon les médecins. Le maire rassure, les soins prodigués répondent à une demande de la population. La surveillance des patients, elle, est assurée 24 heures sur 24. Anthony Géros insiste également. Le CHT de Taoné devrait être une priorité. La dépêche de Tahiti s'intéresse au projet d'aménagement de l'aéroport de Bora Bora avec ce titre « 3 milliards pour faciliter l'accès des jets privés ». La série américaine 911 fait son retour sur la première avec une 4e saison. 2 épisodes vous seront proposés juste après ce journal. Elles seront suivies d'une autre série belge cette fois, The Day. Merci de nous avoir suivis. Prochain point d'information demain matin, 5h en radio avec Carlos Natua et Axel Mézinel. À très belle nuit, prenez soin de vous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.